À part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, Friandises à volonté. BMC, c'est la réunion de famille hebdomadaire. Excusez-nous, franchement, excusez-moi pour l'introduction, mais on vient de me faire rigoler. Bienvenue dans la réunion de famille hebdomadaire. C'est BMC, ça bouge pas. Ricky, Q, Friandises, c'est comment? Ça va ou quoi les mecs? Toujours à volonté, les friandises, tu connais. Il a avalé fort avant le lancement. Franchement, Toujours à portée de main. franchement, toujours à portée de main. Il faut pour expliquer parce qu'il a vraiment avalé une friandise au moment où on a mis play. Il a avalé une friandise comme un haricot magique dans Dragon Ball Z. Donc voilà. Q, ça va ou quoi? Ça va les gars, ça va super. Ça y est, le froid nous attaque, mais ça fait plaisir. Un grand sourire, des friandises dans la bouche. Et puis voilà, hein, la réunion de famille hebdomadaire. Toujours, voilà, c'est calé. Ça fait partie de la routine maintenant. Franchement, moi, je sais pas vous les gars, mais ça, tu vois, j'en ai besoin pour bien attaquer ma semaine. Tu vois, les petits débats football, même pas tant de débats, tu vois, mais ces discussions, c'est parfait. Ça fait partie de la routine. Franchement, t'as raison, ça fait partie de la routine. Tu sais, ça manque un peu de la semaine. Je me dis, putain, attends, je pense à ça, on va en parler pendant le podcast et tout, tu vois. Je suis là, je me dis, oh, tu sais, je garde des trucs spéciaux podcast. Et c'est là où tu vois que ça devient vraiment, ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ta vie. Mais non, c'est cool, mais j'ai vu Quentin sur un de tes posts, là, il fait vraiment froid chez toi. Ah, Il y a une écoute, c'est semaine, passé. il y a une Ouais, semaine, c'est ça. tu nous parlais du grand soleil et on te voyait De en 20 t-shirt. degrés. Mais c'était une arnaque aussi. C'était une arnaque. Il y a une semaine, c'était une arnaque. Là, on est dans le normal, mais ça a shifté. Là, on est on est aux alentours de zéro, même dans le négatif. Il y avait un petit peu de neige hier. Et puis, voilà, ça y est, on est parti pour, ici, c'est 6 longs mois, hein. On va pas se mentir, hein. Il y a pas de printemps. Entre toi et moi, on est aux antipodes, on est aux opposés. Là, je suis dans en fait, je suis dans l'hiver du Qatar. C'est l'hiver du Qatar, il fait 35 degrés, frère. Et tu sais, j'attends. Apparemment, ça va descendre vers 20, 25 apparemment. Mais frère, ils me disent qu'on est en hiver. Il faisait 35 degrés aujourd'hui. Je me suis C'est dit, comment? Il fait humide ou c'est sec? C'est comment là, le temps? il fait Pour sec. jouer. Pour jouer, après, je pense que ceux qui vont jouer en pleine journée, sachant que les stades Ça sont va être dur. ça va être dur quand même un peu, même si les stades ils sont climatisés. Après, j'ai été dans les stades, j'ai pas, enfin, je me suis pas mis en mode entraînement pour voir comment la clim ça tape. Enfin, tu vois, je sais pas comment ce que ça va donner, mais s'il n'y a pas la clim, etc., ouais, quand même, tu vois, c'est un temps quand même, c'est assez lourd. Si tu joues à 13h, 13 ou 15h, c'est assez lourd. Après, le soir, ça se calme, ça s'adoucit un petit peu, mais, mais quand même, il fait lourd, tu vois. Il y a des soirs, il fait vraiment lourd. Et donc, franchement, good luck à eux, hein, franchement. Ah, ça Ouais, va donc être c'est pas intéressant humide. de voir, hein. Ça va être intéressant de voir. Nous, il y a 2 ans, juste après le Covid, on avait fait un tournoi à la MLS is back et il l'avait fait en Floride à Disney. Je sais pas si vous vous rappelez. Bref, toutes les équipes étaient au même endroit et en Floride, c'était en juin, juillet. Et en fait, pour pouvoir glisser tous ces matchs, il y avait un match à 9h du matin. Écoute-moi, on l'a joué 2 fois. J'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. C'était, tu sais, comme si hyper humide, tu vois, la chaleur un peu tropicale que tu À la retrouves, Floride, ouais. voilà, tu vois, dans les Caraïbes et tout.
Ouais, c'était à 9h du matin, arrivé 10h30, là, quand tu es en fin de deuxième mi-temps, ouais, il n'y avait plus de rythme. C'était, vas-y, viens, on fait un bloc médian contre bloc médian, t'envoies des longs balles. Oh, c'était horrible, horrible, mais vraiment injouable. C'est-à-dire que le rythme est Aucune irregardable. continuité. Ouais. Ça passait à la télé, c'était, tu sais, c'était dépêché pour être le premier sport broadcasté. Ouah, c'était une dinguerie. Des matchs de 9h du matin, en Floride, en juin, On juillet. La dirait, bouillie. La bouillie. ouais, on dirait les matchs au Bled, tu vois. Franchement, les gens me disaient, ouais, pourquoi en Coupe d'Afrique ou même les matchs de qualification, ça va doucement. J'ai dit, vous savez la chaleur qu'il fait? Vous connaissez la chaleur qu'il fait? Quand tu fais, je me rappelle, tu fais une montée, tu dois revenir, c'est tellement loin. Mais le truc de C'est- fou avec l'humidité, c'est que tu recharges pas les batteries. Tu sais, c'est pas, C'est ta ça. stamina baisse, mais elle remonte pas. Elle baisse et tu sais, en fait, tu te vides. C'est ouf. Bah, Exactement ça. là, Tu finis en sueur, eh, trempé. c'est le Ah, moment, c'est incroyable. c'est le moment. El professeur, le mec qui a fait, tu vois, tu vois, bac S, tu vois ce que je veux dire? La stamina et ça recharge pas les Alors batteries. là, si tu veux, si, j'ai pas Le envie de casser la métabolisme, légende, le hein. Je vais pas envie de casser métabolisme. la légende, mais le côté scientifique, écoute-moi, il est super usurpé, tu vois. Ah, je suis pas du tout scientifique, mais Ah, c'est une autre non, mais discussion. On va entretenir la légende. non, El professeur, quand même, t'es un fou, toi. C'est toi voilà, El professeur. Donc là, c'était la minute El professeur sur le métabolisme, Ricky. Tu vois, le niveau de stamina, etc. Tu vois, c'était. Merci pour cette minute Ricky, c'est éducative. pas son souci. C'est pas son souci. 4% de masse grasse, lui, il ressent rien de différent. Ah non, c'est Il n'y a pas de climat différent, le mec. ah non, mais c'est vraiment compliqué. En plus, surtout quand c'est en match. Lors des matchs, quand tu arrives, tu peux pas tricher, c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça, moi, je souhaite une bonne chance aux joueurs pour ce mondial-là, parce que on verra, parce que le Qatar est attendu au tournant, et on verra les joueurs qui seront préparés, les joueurs qui sont prêts. Il y aura plein d'interrogations. On verra aussi les joueurs africains, comment ils vont se comporter. Est-ce qu'il y aura une équipe africaine qui va sortir du lot? Malgré toutes ces, bah, on va dire toutes ces caractéristiques, hein, toutes ces données, on va dire climatiques, mais ça Pour, va être pour intéressant ça, de voir. ça va être intéressant parce que en vrai, et vous le savez mieux que moi, en ayant tu sais, fait les sélections africaines surtout, tu vois, mais quand t'es européen, que t'es pas habitué à ce climat, même le climat en Corse ou la chaleur du sud de la France ou de l'Italie, c'est pas pareil, hein. Rien à voir. Ça a rien à voir. Avec l'humidité, avec le climat un peu plus tropical où vraiment la chaleur abondante, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que nous, en saison, quand on va jouer au Texas en juin, juillet ou en Floride en juin, juillet, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Tu sais, tu fais un échauffement, tu t'adaptes et tu survis pendant un match. C'est Mm. exactement ça. Tu survis pendant un match. Et Ricky, il a parlé, il a dit, ouais, les matchs et tout. Ce qui me fait penser un peu au sujet du jour parce que là, il y a des matchs. Tu vois, là, ils vont jouer des matchs super importants. Et, mais ils vont quand même devoir s'entraîner. Tu vois, ils vont quand même devoir s'entraîner. On s'entraîne. Après, comment on s'entraîne, surtout vu qu'on est en pleine saison et tout, enfin, il va y avoir de la gestion. Mais il y a des joueurs, et c'est souvent un podcast, c'est parti. euh, il y a des joueurs qui sont souvent beaucoup plus performants à l'entraînement qu'en match. Alors là, c'est le sujet en fait. J'aimerais bien qu'on discute, qu'on échange, parce que je- moi j'ai aussi des choses à dire par rapport à ça, sur ce phénomène, parce que dans une semaine, pour un footballeur, comme Quentin il aime bien dire, à la fin de la semaine, il y a le coup près, il y a le juge de paix, tu vois, on est jugé à la fin de la semaine pour le match. Mais comment ça se fait qu'il y a des joueurs, toute la semaine, et franchement, ils déchirent. Ils sont extraordinaires. Jusqu'au point où ils font en sorte que l'entraîneur il se pose des questions. Tu vois, il se pose des questions. Ah, il a été tellement performant cette semaine, je le sens bien. Il a survolé la semaine d'entraînement ou ces 2 dernières semaines. Et quand il arrive en match, point, point, point. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il il y a eu et il y en aura toujours, je pense, des joueurs d'entraînement et des joueurs de match? C'est vraiment une question, et moi j'en ai plein des exemples, surtout un, mais je vais vous laisser d'abord parler parce que ça m'intéresse et parce que c'est beaucoup psychologique ou j'en sais rien, mais en tout cas les mecs, voilà le sujet. Donc j'ai envie qu'on discute, qu'on échange sur les joueurs d'entraînement et les joueurs de match. La parole est à vous. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Est-ce que vous avez été un joueur d'entraînement plus qu'un joueur de match ou le contraire?
Je sais pas, tu vois, ça va dans les deux sens. Dites-moi tout, dites-moi tout. Moi, je suis tout oui. Ricky, vas-y, mon pote. Ouais, en tant que joueur de champ. Non, parce que Ouais, moi, attends, j'ai une perspective différente à amener, moi, tu vois. C'est, Ça, bah, tu sais quoi, regarde, je vais mettre les pieds dans le plat parce que tu vois, tu as dit un truc super intéressant, Seb. C'est, est-ce que vous avez été joueur d'entraînement? Moi, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui était meilleur en match qu'à l'entraînement. Sauf que pendant les 3, 4, 5 premières années de ma carrière professionnelle, j'ai dû me contenter de beaucoup plus d'entraînement, entre guillemets, que de match, tu vois, parce que quand tu es gardien, moi, ma première saison titulaire, je l'ai faite à 24 ans, avec plus de 25 matchs en une année. Donc, t'imagines bien que de 18 à 24 ans, il a fallu que je me venge sur les entraînements. Donc, c'est un truc où, ok, après, j'ai réussi à être performant sur des matchs, mais j'ai jamais eu tellement l'occasion de les enchaîner. Donc, du coup, jusqu'à mes 24 ans, c'est toujours posé la question de savoir, est-ce que finalement, tu es plus un joueur d'entraînement ou un joueur de match? Tu vois, c'est un truc où c'est une question même un peu facile quand tu joues pas beaucoup. C'est-à-dire que souvent, c'est ce que tu dis quand toi, tu te prépares que je te dis pas que tu te donnes pas à fond dans un match, dans un entraînement. Mais vous savez ce que c'est que l'entraînement du jeudi, du vendredi, où voilà, tu es déjà quand même un petit peu en train de penser au week-end. Tu es autant dans l'organisation que dans l'entretien plutôt que dans le travail purement, c'est intense, purement, tu sais, je donne mon corps. Et donc, tu as peut-être les remplaçants ou les mecs qui savent qu'ils vont pas jouer, qui eux continuent de mettre l'accélérateur. Tu sais, souvent l'opposition de veille de match, je sais pas, en fonction des clubs, mais souvent les remplaçants ils font tourner les titulaires. C'est un truc, ça arrive super souvent. Et c'est un truc, j'ai fait partie de ces remplaçants qui faisaient tourner et qui, tu sais, qui se donnaient à fond jusqu'à la veille de match, tu vois. Et c'est un truc, c'est un sentiment tant que t'as pas joué, tant que t'es pas impliqué d'une semaine sur l'autre, c'est assez difficile à comprendre. Donc, juste pour en revenir à comme j'ai commencé, moi, jusqu'à 23-24 ans, tu sais, j'étais un joueur d'entraînement forcé. Après, heureusement, j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais été exclusivement un joueur d'entraînement, parce qu'à un moment donné, il faut faire tes preuves. C'est-à-dire que il y a toujours un peu les promesses, il y a toujours un peu le ouais, t'as un potentiel, t'as un ci, t'as un ça. Mais si t'es pas capable d'enchaîner les matchs, si t'es pas capable d'être bon quand on fait appel à toi, tu peux survivre un moment en tant que joueur d'entraînement, entre guillemets. Et il faut faire ses preuves en match. Mais ouais, moi, de par ma position, jusqu'à 24 ans, j'étais un joueur d'entraînement contraint et forcé. ouais, Q, ouais, ça c'est. Après toi, c'est un cas particulier parce que tu étais gardien de but, donc forcément, en plus, les gardiens, vous connaissez, vous êtes des vrais travailleurs. Quand on vous voit des fois même du terrain, quand on vous voit faire vos spécifiques, on se dit, ah ouais, les gardiens, laisse tomber, combien ils taffent. C'est un Frère, truc de fou, tu vois. Donc, des fois, on n'aimerait pas être à votre place, même si vous vous dites en retour, ouais, mais vous, vous faites que de courir, vous courez beaucoup, tout ça, mais c'est vrai que vous êtes quand même reconnu pour être des gros bosseurs. Après, genre d'entraînement, genre de match, Seb, moi je suppose que tu mets le point sur les questions des performances du joueur concerné lors du week-end. ouais, En bah effet, oui. on en connaît tous des joueurs qui sont super chauds à l'entraînement, qui te sortent des derniers skills, les dribbles, tout ça. Ils sont super forts, ils sont en avance, ils sont là, ils sont vraiment, bah, ils sont prêts, ils sont chauds. Et en match, c'est pas qu'ils sont nuls, mais c'est qu'ils n'arrivent pas à reproduire ce qu'ils font à l'entraînement. Ils sont pas forcément. Moi, j'ai pareil, hein, j'ai plein d'exemples en tête, notamment un en particulier que je trouvais super fort à l'entraînement, mais qu'en match, il n'arrivait pas. Et moi-même, ça me frustrait pour lui parce que je me disais, mais mon gars, t'es tellement talentueux, t'es tellement brillant. Après, et en match, t'arrives pas à le retranscrire. Sûrement qu'on y reviendra, il y a plusieurs facteurs à ça. C'est surtout le côté mental, le côté psychologique qui fait ça. Donc, je pense qu'on en parlera, mais c'est vrai que ces genres de joueurs, ils sont trop frustrants, en fait. Moi, je n'ai connu pas mal, surtout en France, en fait, hein, parce que les Ah jeunes, tout ouais. ça, qui arrivent à avoir des C'était la potentiels. question que j'allais te poser. Toi qui as connu beaucoup Oui. de pays, moi c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en France, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait limite plus des joueurs de match. Tu vois, des mecs à l'entraînement, Non, ils étaient un petit peu moyens. Oh, quand je suis arrivé et en Norvège et ici en MLS, le nombre de joueurs d'entraînement que j'ai vu. Et ensuite, quand tu arrives en match, en plus, ici, on va dire que comparativement à la renommée du championnat, l'expérience Game Day, c'est tu as des stades blindés. Tu vois, tu joues vraiment devant du monde de manière régulière. Donc ça ajoute un tout petit peu
Tu sais, et Ou ça, pas, on y reviendra. ou pas. Ou au contraire, si moi te couper, Q, c'est peut-être aussi pour ça que moi, quand je te parle justement du joueur français, des joueurs qui à l'entraînement, voilà, à huis clos, en petit comité, ils sont là, ils se sentent libérés. Et dès qu'on arrive en stade, on arrive à l'extérieur, on va jouer à Geoffroy Guichard, on va jouer, je sais pas, on va jouer à Nantes, on va jouer au parc. Les mecs, ils disparaissent, ils s'effacent. Ça, je pense que c'est un côté psychologique. Moi, c'est pour ça, pour moi, je pense même, c'est en ayant fait deux, trois clubs en France, je n'ai plus vu en France qu'à l'étranger. Après, moi, c'est différent parce qu'en Italie, c'est encore une autre mentalité. Bon, en Turquie, désolé de le dire, mais les joueurs locaux, c'est ni des joueurs d'entraînement, ni des joueurs de match. Dans le sens où- non, mais c'est pas péjoratif, hein, ils sont très bons. Mais Vite dans fait, le sens où, à vite fait, l'entraînement, péjoratif quand même. Hein. Juste un petit peu. Un petit Ils peu. sont non, bons mais non, non, en non, non. match. Attention, ce que je veux dire, c'est, je veux pas dire que les joueurs turcs sont mauvais, loin de là. C'est que à l'entraînement, ils en font pas suffisamment. Et après, forcément, en match, tu sais, moi, je suis un grand fan, ou je suis vraiment un adepte de l'adage on joue comme on s'entraîne. Moi, ça a toujours été mon credo aussi. C'est pour ça que même à l'entraînement, je me donne toujours à fond. Après, en match, j'essayais toujours de retranscrire ce que je faisais à l'entraînement. Donc, moi, pareil, moi, je ne vais pas me considérer comme un joueur de match et d'entraînement parce que, même de toute façon, de par mon poste, de par mes caractéristiques, j'ai toujours eu un style de jeu, voilà, pas besogneux, mais voilà, qui se donnait à fond, qui devait être actif, tout ça, et qui devait être impactant, donc je le faisais aussi en match. Mais en Turquie, ils ne se donnaient pas à fond en match, donc, à l'entraînement. Donc par extension, par définition, ils arrivent en match, ils ne sont pas prêts, en fait. Mais en France, je voyais des bosseurs. En plus, j'en ai surtout un en tête, c'est incroyable. Depuis tout à l'heure, je l'ai en tête. Mais tu veux pas Et lâcher des blazes. Hein. On peut je vais pas dire dire son son nom, nom? mais il est encore actif. Il est encore actif, encore en France. Et il est super bon. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur qui a fait une carrière honnête en Ligue 1, qui joue maintenant en Ligue 2, qui était avec moi à Ajaccio d'ailleurs. Et quand je le voyais jouer, et en plus à l'époque quand j'étais à Ajaccio, il était super jeune. Donc moi je le voyais, franchement, je le voyais en équipe de France, ce mec. Et quand je le voyais à l'entraînement, je me disais, mais lui là, il est chaud. Il est chaud. Il est bon, il est polyvalent, il s'attaquait, il s'est défendre, il est pas mal. Et on arrivait en match, il arrivait pas, tu vois. Et même moi, ça me frustrait parce que, tu vois, et c'est pour ça, bon, après ça, je pense que toi, tu vas ajouter un peu ton expertise là-dessus, mais tu vois, pourquoi il arrivait pas? Après, moi, j'ai pas forcément eu cette discussion avec lui individuellement ou de manière plus profonde, mais pourquoi à l'entraînement, tu es aussi bon, aussi appliqué, aussi efficace, aussi fort, et tu arrives en match, tu pas à le reproduire, tu n'arrives pas vraiment à montrer ton. Du coup, je sais même pas si c'est un vrai visage. Tu n'arrives pas à montrer le visage de l'entraînement, parce que du coup, c'est quoi ton vrai visage? C'est ce que tu montres en semaine ou c'est ce que tu montres en week-end? C'est ça la question. Vas-y, Q, là, tu grattes ta barbe, vas-y. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce que, tu vois, là, je repense au poste de gardien. C'est ouf comme je pense que le poste de gardien de but, eh ben, il fournit énormément de gardiens d'entraînement. Et ensuite, en match, c'est un poste complètement différent. La vérité, c'est un ressenti que je peux partager avec vous. C'est qu'au début, pas le plus flippant, le plus choquant, la différence entre un entraînement et tes premiers matchs en professionnel, c'est que tu as l'impression que tout va plus vite. Les mêmes frappes que tu prends à l'entraînement le matin, à 10h, 11h du matin, c'est pas les mêmes à 20h30 sur un terrain bien arrosé, les lumières avec un stade. Enfin, tu vois, ça va plus vite. Les erreurs, tu les payes plus cash. Tu vois, tu as moins la place. Il y a beaucoup plus qui se passe dans ta tête, en fait. Et au début, c'est vraiment un élément où tu te demandes est-ce que je vais être à la hauteur. Et à la fin, moi maintenant, c'est ce qui me manque le plus quand je joue pas. C'est ce qui me manque le plus quand je suis en vacances comme maintenant. C'est le truc de cette adrénaline de t'es sur le fil du rasoir, tout est, tu sais, t'es passé au microscope en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui crée, en tout cas pour mon poste, des gardiens d'entraînement. J'en ai vu, pareil, Ricky, j'ai vu des gardiens incroyables à l'entraînement. Oh, tu les mets juste même en jeu réduit ou en petit jeu, c'est pas trop ça, ou c'est moins ça, et tu les mets en match, tu te demandes où sont les qualités, et c'est ouf. Tu vois, c'est ouf parce que il y a cet élément psychologique, cet élément d'environnement aussi, ça change un truc Mhm. de fou, en tout cas pour les gardiens, tu vois. Ouais, pour les joueurs aussi, hein. Tu as l'impression que ça va J'imagine. plus vite, que les contacts, que tu as moins le temps, tu vois, que c'est ça que tu ressens par exemple au milieu de terrain. Ah, en tout cas, quand tu es même en défense au milieu, quand tu arrives en match, cette impression de pas avoir droit à l'erreur, en fait.
C'est ça qui te fait un peu, tergiverser, si je peux dire ainsi. Et c'est là que tu vois qui est fort mentalement et qui ne l'est pas assez. Le genre d'entraînement, comme on dit, on le caractérise ainsi parce que, à mon humble avis, c'est que il sait qu'il a droit à l'erreur. Il a droit de prendre telle ou telle décision. Mais en match, comme tu l'as dit, tout va plus vite. Tout est précis, tout est calculé. Il y a du monde qui regarde. Regardez, voilà, tout ça accumulé, peut-être que ça fait une charge que ce joueur-là ne peut pas trop assumer et forcément, il s'éteint pendant le match. Après, ouais, il s'éteint. Bah, comme on a dit, on l'a tous connu, on en connaît tous. Et maintenant, vous l'avez assez amené. Pourquoi? Le pourquoi, c'est sur ça qu'il faut se poser. C'est que oui, ça va plus vite, mais quand tu es à l'entraînement, par exemple, il y a qui te juge à l'entraînement? Demain, il y a qui te juge? Ton entraîneur? Parce que le seul réel décisionnaire, c'est ton entraîneur. Celui à qui tu. Même tes coéquipiers, au final, bon, c'est pas eux qui vont décider si tu joues ou si tu joues pas. Donc, je pense que là, c'est limite, c'est du un contre un. C'est toi, ta performance, face au choix et à comment dire, à Attends, l'appréciation de ton Fred, entraîneur. je te coupe 2 secondes. Vas-y, Tu vas-y. penses que tes coéquipiers ne décident pas si tu joues ou si tu joues pas? Moi, je trouve que Si, plus ça va, il y a quand même les mecs qui sont à côté de toi qui t'encouragent et il y a des mecs qui appuient. Tu sais, moi, j'ai vu des mecs pas kiffer jouer avec un mec et l'enfoncer. Tu vois le délire aussi. Il y a quand même un petit peu cet esprit. C'est la jungle. bah oui, après, tu as des préférences et après, inconsciemment, il y a des fois, on donne moins le ballon à telle personne, on le met moins en valeur. Mais je pense qu'après, si je pars du principe où ton entraîneur, et c'est un entraîneur qui est assez avéré, tu vois, qui voit les choses, il va juger pas trop en fonction de ce que les autres y font. À mon avis, un entraîneur qui a un peu d'expérience, il peut le voir. Surtout un entraîneur qui a été dans le ballon avant, tu vois. Ça, c'est des situations que tu ressens, que tu vois, auxquelles tu as été confronté. Quand je dis que, selon moi, c'est du un contre un, c'est que voilà, ma performance à l'entraînement, c'est mon entraîneur. Maintenant, quand tu arrives en match, bah, peu importe qu'il y ait 1000 personnes, même si demain il y a 500 personnes, c'est quand même 499 personnes en plus qui auront un avis sur toi. Au final, tes coéquipiers, c'est des gens qui ne te voient pas toute la semaine. Qui te voient pas toute la semaine. Pour moi, c'est que psychologique. Et c'est là où, c'est comme quand on dit à un joueur, ah ouais, il a beaucoup de potentiel. Comme Ricky l'a dit, tu as vu, il était avec un mec à Ajaccio. Le joueur là, Mmh. il le voyait en équipe de France. Comme on dit souvent, ouais, il aurait pu faire une carrière parce qu'il a tellement de talent, tellement de potentiel. Bah, moi, souvent, je réponds aux gens, non, non, il a ce qu'il mérite. Il est là où il est parce que il n'a pas su exploiter ce potentiel. Et le joueur d'entraînement, quand il arrive en match, pour X ou Y raison, bah, on ne joue pas au foot pour faire des entraînements. En fait, on joue, pas, on joue au foot pour gagner. Et là, il y a le coup près Informé. tu vois, pour performer. Et là, tu as les histoires des 3 points. Enfin, il y a un truc, il y a une récompense, il y a une carotte au bout. À l'entraînement, à moins que tu fasses un petit jeu, tu sois compétitif avec tes coéquipiers, vous faites un petit tournoi, bah, tu n'as pas forcément de plan comptable. Là, en match, ça compte. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils viennent, il y a une pression. Les gens, ils viennent avec une certaine attente envers toi et les autres joueurs parce qu'ils ont payé. Tu vois, en fait, il y a plein de choses qu'on ne va jamais se poser comme question qui font qu'à un moment donné, ah ouais, mais en fait, là, comme tu as dit, Ricky, je pense, j'ai pas droit à l'erreur. Ou en tout cas, dès que je vais faire une erreur, je vais être exposé. Je vais être exposé et on va voir que je peux faire des erreurs. Qu'au final, on fait tous Mmh. des erreurs. Et c'est là où je pense que les joueurs d'entraînement, moi j'en ai vu plein, et le plus connu je te dis, c'est Gareth Bale. Gareth Bale, jusqu'à son éclosion, c'était un joueur d'entraînement extraordinaire. Et tu parles de frustration, Ricky. Gareth, ça veut dire qu'avant qu'il se mette à jouer, il était sur le point d'aller en prêt. Parce qu'en fait, il a tellement frustré les gens chez les Spurs à l'entraînement. Quand je te dis il survolait l'entraînement, ça veut dire qu'il faisait des trucs. Tout ce que tu voyais, tout ce que vous avez vu quand vous avez découvert Gareth Bale, c'est ce qu'il faisait à l'entraînement. Ça veut dire que, tu vois, les gens, ils pouvaient que avoir un goût d'inachevé. Dire, putain, on l'a pris, il avait du potentiel, etc. Mais dès qu'il arrivait à White Hart Lane, le samedi, qui rentre 20 minutes, qui commence un match,
Le mec, c'était un autre homme. Pourquoi? Mais, Bah, du- mais du coup, c'était quoi son déclic à lui? voilà, Comment il est devenu vraiment voilà, le joueur qu'il est devenu? voilà. Maintenant, il est passé de joueur d'entraînement qui, au final, à l'entraînement, il était, je sais pas, il avait un pied gauche extraordinaire, frère. C'était lucarne sur lucarne, accélération sur accélération. C'était franchement impressionnant. Mais il avait aucune pression. Aucune pression. Au final, tu as un contrat, tu es, t'es dans ton confort. Maintenant, comment il passe de Gareth Bale, joueur d'entraînement, à Gareth Bale, joueur de match, entre guillemets, ou tu vois, superstar. Déclic, Benoît Asuekoto, il se blesse. D'accord. Il se blesse, il a mal au dos. C'était pendant la période du mercato. Gareth Bale doit partir en prêt, ils en ont marre, tu vois, ils sont fatigués. Ils se disent, ouais, on va l'envoyer en prêt, ça y est, c'est bon, tu vois. Mais Benoît, à ce moment-là, Boxing Day, etc., etc., Benoît a un mal de dos. Sachant que quand Benoît il a mal au dos, Gareth, c'était son remplaçant. Danny Rose, il était blessé aussi. Et il n'y avait personne d'autre, en fait. Au moment où Gareth, il se rend compte qu'en fait, il n'y a personne autour de lui, il n'y a aucune concurrence, c'est-à-dire qu'il va jouer, peu importe ce qui se passe. Libéré. En fait, il n'y a aucune pression que ce soit d'un coéquipier. Il n'est pas forcé de performer. Parce que pour bouger Benoît qui était titulaire, bah, il faut que Benoît, lui, déjà, il soit moins bon, qu'on perde. Tous les facteurs, il faut que l'équipe perde. Que Benoît, il soit vraiment pas bon pour que lui, il ait sa chance de jouer. Donc là, de toutes les manières, il va jouer, c'est lui. À partir du moment où il a su qu'il y avait personne autour de lui, je te jure que le déclic, il était impressionnant. C'était même après, il y avait aussi le côté public, etc. Il n'avait pas encore, je pense pas qu'il était assez mûr pour pouvoir gérer toute cette Pour ferveur, gérer, ouais. etc. Tu vois. Mm. Mais je pense que lui, pour le coup, son plus gros problème, c'était la concurrence qu'il avait autour de lui. La concurrence qui le paralysait, limite, tu vois. Quand il arrivait en match, limite, tu sais, cette situation quand tu es joueur et tu te dis, putain, en fait, je joue parce que l'autre, il est blessé. Si je fais pas un bon match, c'est sûr que je repars sur le banc. Faut que en gros, je surperforme. Je surperforme et tout le monde le sait, quand tu mets cette mentalité-là, bah, tu as de fortes chances bah, pour sous-performer, tu vois. Mais là, il n'avait pas ça. Et là, après, tout le monde connaît comment il s'est développé. Et après, la confiance, elle est arrivée. Il a fait une fois, il a fait un bet de match, deux bêtes de match, sachant qu'il n'y avait encore personne. Il n'y avait même pas Benoît qui pouvait revenir pour dire je vais prendre ta place. Tu vois, je vais reprendre ma place. Et non, il était blessé pour un bon petit moment. Ça fait qu'il avait sa période où il savait qu'il allait jouer. C'est pas moi qu'ils allaient envoyer arrière gauche. Je te dis la vérité, je voulais. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Donc, C'était en place dans l'axe. non, moi, j'étais en place dans l'axe, donc tranquille. Et là, je l'ai vu et je te jure que le changement, il est réel. Donc ça, c'est un aspect. Ton la concurrence, le genre d'entraînement, le genre de match, concurrence et Quentin, il l'a dit. Putain, quand, il jouait dans l'équipe, remplaçante, frère, il nous travaillait comme jamais. C'était trop, c'était juste trop et arrivé en match, c'était comme ça. Donc je sais pas ce que vous avez par rapport à Ah, ça. donc, Il y a- il y c'est un facteur psychologique, en fait, hein. Ouais, lui, Tout en est fait, psychologique. non, mais en fait, lui, c'était peut-être du caractère. Je vois, enfin, si je comprends bien ce que tu dis, il était un peu effacé dans sa personnalité, qu'il allait pas vraiment chercher la concurrence, lui. C'est-à-dire que lui, il se disait, ils sont meilleurs que moi. En plus, je suis pas encore aguerri. Enfin, c'est quoi? C'était dans son caractère, en fait. Il se disait pas, parce que t'as les mecs. Moi, ceux qui me frustrent le plus dans ceux-là, c'est ceux qui sont bons à l'entraînement. Ils ont eu des opportunités en match. Quand ils jouent, bah, fatalement, ils performent pas. Et ensuite, quand ils sont bons à l'entraînement, ils sont tout le temps en train de dire ouais, t'as vu, je joue pas, c'est un truc de ouf. Pourtant, je suis bon aux entraînements. Ils voient pas ou quoi le coach. Enfin, tu vois. Attends, on en a connu des bons gars à nous. Enfin, tu vois. Et c'est quoi? Tu vois, Gareth Bale, lui, son cas, c'était quoi? C'était qu'il était effacé par rapport à un Benoît Souekoto, par rapport à un Danny Rose, en termes de personnalité. Et donc, du coup, il se voyait pas revendiquer. Tu sais, comme tu revendiques pas, mais par tes attitudes, par ton investissement, en fait, tu poses des fondations où tu es genre, mon gars, te rate pas parce que je suis là, sans pour autant être mauvais. Hein. Attention, moi, je pense que c'est le comportement à avoir, tu vois. Et c'est celui que j'adopte. La vérité, c'est celui que j'adopte. T'es respectueux, t'es dans un truc, ouais, pas de bullshit. Mais à un moment donné, on a tous envie de jouer. Donc, il va falloir que tu te donnes plus que moi sur la durée, tu vois. Mais et je pense que c'est à son niveau, pour les joueurs comme lui, je prends cet exemple parce que tout le monde le connaît et que c'est un exemple très parlant.
Parce que lui, comme tu dis, c'est une histoire de caractère, je pense. Tu vois, c'est une histoire de caractère naturel. C'est vraiment, c'est un timide. Tu vois, de nature, c'est un timide. Donc, c'est pas quelqu'un qui, naturellement, revendique ou a ce truc je vais me battre. Il avait pas ce truc, tu vois. Je vais me battre et tout. C'était pas dans son caractère. Donc, ça fait que le fait qu'en plus, il n'ait pas des super performances en match, son moral, sa confiance en lui, quand tu le mettais en match, en fait, c'est limite s'il était hanté. Elle baissait trop vite. Ouais, 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 Tu je vois vois, ce que tu veux dire. C'est-à-dire il était hanté. il avait l'impression d'être trop exposé, en fait. Dès qu'il en fait, Ouais, je pense qu'inconsciemment, après je peux pas, c'est pas une vérité, mais je pense que c'était devenu tellement inconscient que l'entraînement, c'est pour moi. Dès que j'arrive en match, il y a ce truc qui le bloque, hanté. Ça, ça va mal se passer. Et au final, quand on me dit de la loi de l'attraction, t'appelles le mal vient, tu vois. T'appelles le mal, et en plus, et après, plus tu le fais, plus tu le pratiques, bah, ça devient une habitude. Et pour s'en Donc, sortir, bah, il a fallu que Benoît il se blesse. mais lui, c'est un cas ouais, de bah, c'est figure exactement ça. qui arrive assez souvent. C'est-à-dire que c'est un mec, il a les qualités, ouais, il a besoin de ce petit coup de boost mental, mais souvent, ça arrive comment? Soit un cas de figure comme ça, où tu sais, il y a une hécatombe à ton poste et tu sais que tu as une perspective pendant 4, 5, 6 matchs. Si d'aventure, tu te dis pas, ouais, ils vont recruter, enfin, tu vois ce que je veux dire? Si tu trouves pas encore une raison de pas performer, mais ce que je veux dire, c'est que tu as un petit coup de pouce du destin, boum, tu saisis l'opportunité. Moi, je joué avec Claudio Beauvu à 3, il était à 3. Franchement, c'était un peu comme ça. Aux entraînements, vraiment super fort. Mais on lui donnait jamais réellement sa chance, tu vois, sur la durée. Et c'est un truc, c'est un cas de figure qui se passe souvent, je trouve aussi, c'est en fait, tu joues pas dans ton club et dès que tu pars, t'exploses. Tu vois, il est parti en prêt à Châteauroux, il avait fait une très bonne saison en Ligue 2 et dans la foulée, Guingamp le prend et c'est là qu'il explose avec Jimmy. Je sais pas si vous vous rappelez, non, c'était pas avec Jimmy, c'était Christophe Mandane. Lui et Christophe Mandane Ouais, devant à ouais, ouais. Guingamp. Ils Ouais, ouais. avaient, et tu vois, lui, après, il signait à Lyon et tout, et c'était vraiment presque 5, 6 ans après, mais franchement, ce que tu voyais aux entraînements, voyais le potentiel. Et lui, c'était pas son propre ennemi, tu vois. C'était vraiment un mec qui bossait en plus, qui avait confiance en lui. Mais c'est comme si, tu vois, à 3, ça passait pas vraiment, ou ça passait à moitié, ça laissait entrevoir. Et du jour où il est parti, c'est comme si il avait eu besoin de ça pour sortir du contexte qui lui était, je sais pas pour quelle raison, mais qui le mettait pas assez en valeur. Du jour où il est parti, il a cartonné en Ligue 2, ensuite il a cartonné en Ligue 1, et ensuite il s'est fait cette belle carrière, ces 5, 6 belles années qu'il a faites entre Guingamp, Lyon, Celta Vigo après. Enfin voilà quoi, sa carrière a vraiment décollé. Et Ouais, bah, c'est ça, c'est en fait. passé par un Je pense départ. que la chose que nos joueurs, en fait, nos exemples ont en commun, c'est qu'il y a eu ce genre de déclic. Parce que pour le mien aussi, hein, pour mon exemple, c'est un peu la même chose. C'est à partir du moment où il a pu quitter Ajaccio, rebondir dans un autre club de Ligue 1, peut-être dans un environnement plus favorable ou un endroit où il a pu s'exprimer de meilleure des manières. Il a aussi un peu explosé, il a montré encore des belles choses, sans pour autant aller aussi haut que je l'avais espéré à l'époque. Mais il a fini par faire une carrière honnête, une carrière descente en Ligue 1, tout ça. Et je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'est peut-être lié aussi à l'environnement ou aussi au timing. Peut-être qu'il y a aussi un déclic qui se fait au niveau psychologique ou mental. Ou alors, c'est peut-être aussi une question de maturité, tout simplement. Maintenant, la question, c'est comment on devient un joueur de match. Et la vraie question aussi que je voudrais savoir, que je voudrais soulever aussi avec toi, Seb, c'est est-ce que c'est l'un ou l'autre? Est-ce qu'on devient un joueur d'entraînement ou on devient un joueur de match? Ou sinon, bon, forcément, il y a des joueurs, des grands joueurs, ou même plein de joueurs qui sont les deux, sans souci. Mais est-ce que des fois, pour certains joueurs, il y a pas le choix? Tu dois devenir soit un joueur de match. En fait, est-ce que tu te conditionnes pour devenir soit un joueur de match ou soit tu es naturellement un joueur d'entraînement? Est-ce qu'il y a une fatalité en ça, en fait? Est-ce que c'est corrigible? Bon, je pense que c'est corrigible avec la confiance. Le truc, c'est que tout est une histoire de confiance et d'émotion. Le match, en fait, qu'est-ce qui fait qu'au final, tu as super confiance en match? Demain, tu prends ton premier ballon. Ton premier ballon, tu le perds. Bah, inconsciemment, si tu es jeune, etc., si t'es pas aguerri, bah, ça va te fragiliser. Et comme tu as un public autour de toi qui peut-être a des attentes, tu parles de club, ça dépend des clubs et tout, bah oui, ça va être. En fait, ça reste dans ta tête, malheureusement. Avec le temps, tu deviens un joueur, entre guillemets, de match quand tu performes et que tu as validé certaines choses.
demain, tu as sorti un gros match et que tout le monde t'a un peu encensé et tout le monde toi-même, toi, tu as besoin de ce boost-là, ou cet ego, cette confiance. Ah, tu dis au final, en fait, c'est comme on dit souvent, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. En fait, on te répète toujours, fais comme ce que tu fais naturellement, fais ce que tu fais à l'entraînement, fais la même chose, C'est clair. fais ce que tu sais faire. Mais tu as besoin d'un déclic. Après, maintenant, tu fais une action de ouf et que tu vois, je sais pas, 20, 10, 15, 20, 30 000 personnes qui scandent ton nom et qui, bah, ce déclic-là, il vient et là, je sais pas pourquoi. Après, c'est des choses extraordinaires, mais et là, tu te dis, mais en fait, mais ah ouais. Mais par contre, à contrario, quand tu commences, parce que les gens, en fait, ils sont pas patients. Les supporters, par exemple, c'est très versatile, tu vois. C'est je t'aime moi non plus. C'est comme je te déteste là, demain je vais t'aimer. Comme je te déteste, demain je vais t'aimer. Tu vois. Donc, à un moment donné, je pense que cette gestion de l'émotion, réellement, parce que on parlait d'adrénaline tout à l'heure. Cette adrénaline que le fait de jouer devant un stade, en fait, même les histoires de lumière, les histoires de projecteurs, tu vois, le Mmh. fait qu'on te voit sur un écran à l'entraînement, t'es pas, à part dans les grands clubs aujourd'hui où c'est filmé, bah, là-bas, à l'époque, tu vois, c'était pas forcément filmé. Il n'y a pas, il y a pas d'écran, il n'y a pas de reflet de ta personne. En fait, tu n'es pas exposé, tu peux un peu te cacher. Là, quand tu es en match, c'est télévisé. N'oublie pas, en plus, des fois, c'est télévisé. Ça veut dire que c'est pas seulement ces 40 000 personnes qui sont là, c'est toute ta famille qui te voit, toute ta famille, tous tes potes qui te voient. Donc, tu Et dix t'imagines, en quinze fait, caméras, il y a tous les et angles. 10, C'est-à-dire que tu peux tout. bluffer à quelqu'un. Ouais, j'ai pas vu la balle, elle a été déviée et tout. Non, 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 si elle est pas déviée, Tu- elle est pas déviée. Il y a une caméra qui va te le. Donc, au final, le joueur de match, c'est celui qui, en fait, qui sait gérer les éléments extérieurs et les éléments. Les gens disent oui, c'est vrai, le public il est dur, mais ça se trouve, c'est même pas le public qui lui fait peur. Ça se trouve, c'est sa meuf qui le regarde à la télé, ou ça se trouve, c'est ses gars de son quartier qui le regardent, ils vont dire oh, t'as été nul, tu vois. Et au final, ça te bloque. Quand tu as réussi à passer au-dessus de tout ça et tu te rends compte que, au final, je suis ce que je suis fort, je suis bon et tout ça, bah ça, tu l'envoies aux oubliettes. Mais je pense qu'il y a des joueurs pour qui, émotionnellement, ils seront toujours des joueurs de match parce que même dans la vie, ils ont du mal à faire la diff. Je vois des joueurs. Quentin, tu as parlé d'un joueur une fois, tu as parlé de c'était qui? De Blaise Kouassi. C'était Blaise Ouais. Kouassi, tu as parlé un jour. À l'entraînement, il était d'une certaine manière. On peut dire que c'est un genre d'entraînement d'une certaine manière, mais en match, c'était un autre animal. Ça veut dire Mmh. que ce soit un C'était joueur un qui. gentleman à l'entraînement. Juste Voilà. pour remettre, parce que je veux pas Ouais. usurper la légende. C'était un gentleman à l'entraînement, à savoir, c'était un mec qui s'entraînait à fond. Hein. C'était pas le problème, mais il allait toucher zéro de ses coéquipiers. En match, il avait aucun remords. Il allait dans un duel, il y allait tout entier. Mais quand je t'ai dit tout entier, c'était incroyable. Et il allait très très loin dans les duels, tu vois, dans Ah, l'agressivité. on l'a connu le Kouassi, hein. Le Blaise Kouassi, on l'a connu, hein. Ah, il a arpenté les terrains de Ligue 1, Ligue 2 lui, hein. Il a fait du Mais, mal, hein. mais c'est là où il y avait une espèce de légende sur son agressivité. Écoute-moi, à l'entraînement, je l'ai jamais vu faire mal à quelqu'un. Et pourtant, attention, hein, il était pas, tu passais pas, tu sais, c'est pas comme s'il levait le pied. Mais Mmh. c'était un gentleman la semaine, le week-end, c'était un tueur à gages. Après, tu vois, et c'est ça le truc, c'est que genre d'entraînement, en fait, qu'est-ce qui te sublime? Qu'est-ce qui va faire qu'en match, c'est ça aussi la question qu'il faut que vous vous posiez, nos auditeurs. En fait, quand vous regardez les matchs, qu'est-ce qui va faire que ce joueur-là, qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui va le motiver pour se dire que là, c'est le moment, tu vois, c'est when it counts, c'est là où ça compte. Parce en fait, c'est là où ça compte. On peut dire ce qu'on veut. Et il y a des joueurs, je pense que le moment où tu peux pas te cacher, il faut répondre, comme on dit souvent, répondre présent au moment T, bah, tu te liquéfies. Parce que là, tu sens la pression. Tu sens qu'il y a du monde derrière toi qui va dire que oh, t'as pas été bon. Et là, et maintenant encore plus aujourd'hui, télé, réseaux sociaux, etc. Et alors que quand tu es à l'entraînement, bah, au final, si je rate, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on disait souvent, ah, de toute façon, je joue déjà pas, non, je joue pas, c'est lui qui joue, et tu fais des trucs de ouf. Donc C'est pour ça. moi, Et à psychologiquement, c'est l'entraînement, ça. Vas-y, vas-y. tu vois, pour bien rebondir sur ce que tu dis, il y a l'importance de la gestion de l'émotion. Et donc, du coup, c'est quoi? Enfin, c'est pas mon élément de réponse. Quand j'y pense, maintenant qu'on en discute, je pense que c'est une question d'humilité et d'équilibre. Ça veut dire que t'es jamais aussi bon que ton meilleur geste à l'entraînement
et t'es jamais aussi mauvais que ton pire geste en match. Savoir, il faut accepter le Attends. côté. Repars en arrière. Va doucement, répète et va Tu, doucement. Parce que, doucement. Parce que tout le monde ne va pas aussi vite que toi. C'est Répète ça, ouais. doucement. t'es jamais aussi bon que ton meilleur geste à l'entraînement et t'es jamais aussi mauvais que ton moins bon en match. À savoir, quand tu es à Aïe. l'entraînement, non mais quand tu es dans le confort Yes. de l'entraînement, comme tu dis, c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure, à l'entraînement, Ouais, bah oui. il y a que quelques juges, entre guillemets, même si le vestiaire te juge aussi, vas-y, je vais bien l'entendre, il n'y a pas de problème, mais c'est ton coach, le staff, voilà. T'es jamais aussi fort que ça, parce que c'est là, fatalement, si c'est ton élément, tu vas réussir des trucs de ouf. Mais si tu n'arrives pas à les reproduire en match, ou si tu te mets pas dans les meilleures dispositions pour les reproduire en match, fatalement, si tu t'en contentes et si tu es tout dans le ouais, t'as vu ce que j'ai fait à l'entraînement et tout, et que tu n'arrives pas à le reproduire en match, c'est que tu développes un certain complexe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la solution, à mon avis, c'est quoi? C'est ne te considère pas extrêmement fort parce que tu as été bon à l'entraînement et ne te considère pas vraiment mauvais parce qu'une fois, tu as été mauvais en match. Et que, voilà, comme tu le disais pour Gareth Bale, comme il y a plein d'autres exemples, et comme pour nous, après un mauvais match, qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que tout le monde t'en veut, même dans ton propre vestiaire. Tu crois que t'es la raison des problèmes. Enfin, tu vois, c'est facile de s'enfermer dans un espèce de mélodrame interne où, voilà, où tu sais que fin des fins, tu forces, tu vois, t'es trop dur avec toi-même. Et c'est là où c'est trouver l'humilité de se dire que ce qui se passe à l'entraînement, en fait, c'est pas nécessairement la vérité. Tu te prépares pour le match, mais le match, c'est une toute autre vérité, tu vois. Et que d'arriver à performer, c'est un autre art que de réussir d'être bon à l'entraînement. Tu vois, c'est un autre. Tu vois, on prend l'exemple contraire. J'ai joué avec Christian Poulsen à Evian pendant 1 an. Le gars, il a joué à Liverpool, il a joué à Schalke 04, Séville, Juventus. Je crois qu'il arrivait de Liverpool à l'époque. C'était un mec à l'entraînement. Il était exactement comme en match. Il courait partout, il était agressif. Il y avait intensité 100% tout le temps. Mais à l'entraînement, c'était facile de se dire, ouais, il court n'importe comment. Ah, il a pris un petit pont. Ah, il court comme un fou. Il se jette pour rien, machin. Tu vois? Et t'arrivais en match, il sortait du lot incroyablement. Il était toujours au bon endroit. Il était dans l'agressivité. Il donnait le là. Tu vois, c'est lui qui est ajouté à la. Mais parce que lui, son environnement, il changeait pas. Son niveau d'exigence, il changeait pas. Et quand il arrivait en match, la chose limite dont on se moquait à l'entraînement, eh ben, c'était celle qu'on chérissait en match. C'est celle dont on avait le plus besoin. Et c'est un truc où, tu sais, c'est un peu facile de parler. Même exemple, Blaise, à 3, quand on débute en pro, enfin, lui, on était à la même période, en jeune, quand lui commence sa carrière en Ligue 1, aux entraînements, il prenait 2-3 petits ponts par entraînement. Tu sais, les mecs rigolaient sur le fait que, tu sais, il arrivait vite, il défendait, il mettait de l'intensité. Sauf que les gens se moquaient à l'entraînement du fait qu'il prenait 1 ou 2 petits ponts, mais il soulignait pas le fait qu'il récupérait un nombre de ballons incroyable, qu'il mettait une intensité incroyable. Et en fait, du petit dont tout le monde se moquait un petit peu parce qu'il se faisait taffer une fois de temps en temps, c'est lui qui est parti 2 ans après et qui a eu la carrière qu'on a connue parce que l'intensité qu'il mettait, certes, ça l'exposait à ouais, se faire dribbler, ouais, prendre c'est pas un petit pont, des petits ponts d'anthologie, certes, mais c'est parce qu'il arrivait. Et Ricky, toi, tu sais de quoi on parle. Quand tu cours beaucoup, Ouais, que tu arrives, que tu te tout à jettes, l'heure, j'acquiesce, tu vois. j'acquiesce tout Et, et c'est parce et c'est- et que c'est- et c'est le truc où, lui, quelque part, il se souciait pas d'être bon à l'entraînement. Il se préparait pour être bon en match. Et c'est là où c'est fort. voilà. C'est là où c'est fort. Et c'est là où, si tu es un joueur d'entraînement, tu sais que tu l'es quand tu utilises trop l'entraînement comme un besoin de gratification, de te rappeler que tu es un bon joueur de foot. Voilà. Moi, je pense vraiment, Q, je suis vraiment totalement d'accord avec ce que tu viens de dire là, hein. Entre Poulsen et Matuidi, de toute façon, bon, 2 soldats, 2 milieux de terrain, 2 mecs qui savent, et avec l'expérience. Comme je l'ai dit précédemment, hein, moi, c'est mon credo, hein, c'est mon adage, hein. On joue en match comme on s'entraîne, hein, en semaine. Et en fait, voilà, il faut pas oublier que l'entraînement, ça reste malgré tout, hein, ok, comme vous avez dit, il y a le juge de paix, il y a les choix, il y a les jugements des coachs, il y a les jugements des coéquipiers. Mais il faut pas oublier la base des bases, c'est que l'entraînement, ça reste la préparation du match. Ça reste la préparation du match du week-end. Que tu joues ou que tu joues pas, il faut que tu prépares pour ce qui va se passer ce week-end. Que tu joues 90 minutes, que tu joues 10 minutes, que tu joues pas à ton poste préférentiel, que tu sois gardien de but
ou même second gardien. Je pense que tu te prépares même d'une manière comme si tu pensais que tu vas rentrer, Quentin, enfin, si je ne m'abuse. Attends, Et du on va coup, rebondir, fini, mais je te dirai, moi, ce qui a changé. ouais, mais du coup, moi, tu vois, moi, sur mon cas concret, si je peux un peu expliquer un peu mon ressenti par rapport à ça, même encore aujourd'hui, par exemple, à Chartres, bah, tu sais, il y a notre ami Loïc Gagnon, Yes. que je passe un gros big up parce que c'est un auditeur assidu de la BMC. C'est un mec, c'est la BMC Family aussi. Donc, un gros big up à Loïc Big up, Gagnon, Loïc. bah, qui était avec moi au centre. Et tu sais, Loïc, c'est notre joueur le plus rapide dans l'effectif. Le mec, c'est une fusée, laisse tomber. Le mec, il a des turbos dans les fesses. Incroyable. Il va trop vite. Et tu vois, moi, quand il y a un jeu de duel, comme maintenant, moi, je suis repassé en défense centrale, quand il y a un jeu de duel, pourtant, je sais que je vais le week-end. Moi, je me dis pas, encore aujourd'hui, à 36 ans, je me dis pas, bon, moi, je vais faire en sorte d'être tranquille pour le week-end, après, je vais jouer tout ça. Non. Dès qu'il y a des duels, dès qu'il y a des 1 contre 1, 2 contre 2, dès qu'il faut faire même des sortes de positions ou de petits jeux, je fais en sorte d'être toujours contre Loïc. Parce que je sais que c'est lui qui va le plus me challenger à l'entraînement. De par ses courses, de par sa vitesse. Parce que moi, je suis grand, je sais que j'ai du mal contre des petits gabarits, ceux qui vont vite sur les premiers appuis. Donc, encore aujourd'hui, je me prépare aussi pour le match du week-end. Donc, c'est ça qui fait de moi, je pense, un genre d'entraînement, mais aussi par extension un genre de match. Parce que moi, mon entraînement, je m'en sers pour être performant le week-end. Après, peut-être que je l'ai pas bien saisi, peut-être en début de carrière, ou peut-être avec le moins d'expérience, on a moins de maîtrise, ou on maîtrise moins quand on est en week-end en match. Mais encore aujourd'hui, je me sers de mon entraînement pour être performant en match. Mais tu peux pas te Et je pense cramer. que pour tous les postes, ça doit être la même chose. Mais c'est la Attends, différence, je pense. Vas-y, Seb, vas-y, vas-y, pardon. non, vas-y, Q. Non, Non, parce que moi, je veux juste rebondir sur un truc que vous disiez, c'est la différence maintenant, en fait, c'est que là, tu es tellement devenu un joueur de match que tu sais que l'entraînement, c'est le moment où il faut que tu t'exposes plus que toute autre chose. C'est-à-dire que c'est pas là que tu as besoin d'être bon. C'est là que tu as besoin de te préparer à être bon. Ça veut dire que, ben, typiquement, quand tu te mets contre Loïc, qui est le joueur le plus rapide de ton équipe actuellement, en fait, tu t'exposes à te faire taffer. Tu t'exposes limite un petit peu au ridicule, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui t'arrive le week-end. Ce qui t'arrive le week-end, c'est que tu vas pas. Si tu es prêt, tu vas peut-être pouvoir gagner ton duel contre l'attaquant rapide le week-end. Alors que si toute la semaine, tu te dis, ouais, faut pas que je me fasse charrier si je me fais taffer par un des meilleurs attaquants, donc je vais me mettre avec le plus faible ou je vais me mettre avec le numéro 6 qui est dans le groupe des attaquants. Tu vois ce que je veux dire? Celui qui est pas vraiment un dribbleur. Tu les connais, ceux-là aussi, tu vois? Les mecs, quand tu as un contre un, il Non, faut couper on joue la carotte à deux. tu te mets avec le un peu plus pâteau qui est pas super créatif. Bref, parce que tu sais qu'au final, tu vas pas être exposé juste au rire des mecs de ton équipe, tu sais, à la charrette de bonne humeur, tu vois. Elle est là, la différence au final entre un joueur d'entraînement et un joueur de match, plus j'y repense, c'est que le joueur d'entraînement, il utilise sa frustration de pas jouer ou de peu jouer ou de pas être performant en soulignant combien il est bon à l'entraînement. Alors que le joueur de match, l'entraînement qu'il ait été exceptionnel ou qu'il ait été mauvais, c'est une étape vers la performance en match. Parce que tu sais ce que ça prend en fait. Tu vois, tu sais que pour être bon en match, il faut être préparé. Le mot que tu as utilisé, je pense préparation, il n'y a pas plus, il y a pas plus, il y a pas plus exact. Et au final, quand tu es un joueur de match, tu te dis un bon entraînement, c'est juste une étape de plus vers une bonne performance. Alors que quand tu es un joueur d'entraînement, eh ben en fait, tu utilises un bon entraînement pour rappeler à tout le monde combien ta situation elle est injuste, combien on t'est incompris, il faut que tu partes et tout. Mais au final, c'est un truc que tu finis par croire alors que tu sais que tu te caches derrière des excuses. Sorry Seb, j'avais besoin de le dire celui-là parce Non, que non, oh, mon ami, c'est et totalement I vrai. plead guilty. I plead guilty. Jusqu'à mes 22-23 ans aussi, ce qui a un peu coïncidé avec le moment où je suis devenu titulaire ou plus titulaire dans ma carrière que remplaçant, ou même quand j'arrive dans un club numéro 2, j'ai toujours eu beaucoup plus de temps de jeu dans la deuxième partie de ma carrière. Pourquoi? Parce qu'au lieu de me préparer à être bon, un bon gardien de but sur la durée, je me préparais d'une semaine sur l'autre. Et dès que je voyais que j'étais pas titulaire, tu avais une sorte de frustration. Et donc, tu te donnais encore plus à fond à l'entraînement et tu soulignais à tout le monde combien tu t'entraînais bien, combien tu étais bon. Vas-y, ta gueule, en fait. Tu vois? Ricky, tu as parlé de préparation, tu as parlé de l'entraînement. Au Mmh. final, c'est une préparation pour le match du week-end. Et je suis d'accord avec ça. Un autre élément, parce qu'on se demandait pourquoi il y a des joueurs d'entraînement et des joueurs de match. À un moment donné, quand tu t'entraînes, on s'entraîne, on joue ensemble, on se connaît. Mais le week-end, tu joues contre des mecs que tu n'as pas la semaine devant toi. Tu n'as pas la semaine devant toi. Donc, au final,
Tu peux me dire ce C'est que vrai. tu peux être le meilleur à l'entraînement parce qu'au final, on se connaît par cœur. Moi, je savais très bien que même comme je driblais à l'entraînement, les mecs de mon équipe, ils appelaient déjà, ils disaient attention, il va faire le crochet comme ça, il va te mettre une banane, il va tenter une feinte, tu vois. On se connaît par cœur. On se connaît par cœur. Donc à partir de là, il n'y a pas d'effet de surprise. Quand tu arrives le week-end, c'est un mec qui, au final, il a aucune affinité avec toi. Vous n'êtes pas ensemble, même si enfin, vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas partie de la même famille, vous n'êtes pas partie du même club. Il est là pour te terminer. Il est là pour te faire du mal, entre guillemets. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle certaines personnes sont tellement bien dans leur confort, parce que c'est ce qu'ils connaissent. On en revient à être à l'aise que dans ce que tu connais. Quand tu arrives face à quelqu'un qui, lui, au final, tout ce qu'il veut faire, c'est vraiment, en gros, te terminer. Ce qu'il veut faire, c'est voilà, te gagner. Bah, il y a des joueurs, tout simplement, dans le duel, tu vois, mano à mano, parce que là, tu as des mecs, tu parles de mecs qui vont super vite, bah, tu es le week-end. Pour en revenir à la préparation, tu sais contre qui tu vas jouer le week-end normalement. Tu sais contre qui tu dois savoir que tu vas jouer telle équipe ce week-end. Si tu t'es bien préparé, te préparer, ça veut dire que demain, ça sert à rien d'aller, comme tu dis, aller, aller limite faire un contrat avec le gardien alors que tu vas jouer à un mec qui va super vite, défenseur et tout. C'est que tu n'es pas bien préparé. Mais tu vas vouloir rester dans ton confort. Tu vas exceller dans un truc, dans une situation, un environnement qui n'est pas réel. Qui n'est pas réel. On se connaît tous, on se connaît par cœur. Maintenant, je te mets, et là, c'est là où la diff aussi elle se fait. Je te mets dans une arène où il y a des mecs qui viennent, tu sois à domicile. Là, tu es à l'extérieur. Et allez, maintenant, tu vas à l'extérieur. Tu vas chez eux. Des mecs qui sont là, ils ont besoin aussi de prouver. Eux, ils sont pas là pour te faire des cadeaux. Et tu vas même pas, tu les connais, tu les as étudiés. À la veille du match, tu as regardé, tu as fait des vidéos, etc. Mais au final, tu vois, au final, à l'entraînement, à moins que tu sois face à un mec qui veut vraiment prendre ta place. Mais même si le mec qui veut prendre ta place, le mec qui veut vraiment jouer, bah, tu le vois tous les jours au final. Vous connaissez, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça, plus le public, plus tous les éléments extérieurs qu'on a cités, et le fait que tu as un adversaire. Là, tu n'as pas un coéquipier. À l'entraînement, c'est limite, c'est un sparring partner. Tu joues contre des mecs, vous jouez pour la même équipe. Et tu vois, dans cette préparation-là, je pense que là, c'est là où ça peut manquer. Moi, pour mon cas, par exemple, pour parler de moi, je sais que j'ai toujours été excité par les matchs parce que c'est là où tu peux te montrer. L'entraînement, vas-y, quand j'étais plus jeune, c'est pas que j'en avais rien à foutre, c'est pas ça, c'est que tu joues sur ton talent, des fois, tu fais ce qu'il faut. Après, en grandissant, en vieillissant, en devenant un peu plus mûr, bah, moi, j'ai eu cette période où il fallait que je me gère parce que je savais que j'avais de certaines carences physiques à un moment donné. Je savais que la séance du mardi, mercredi, c'est là où il fallait réellement que je pousse, tu vois. Parce que là, mais après, il y a des fois où, tu vois, comme je savais que j'allais jouer, même je dirais à tort, des fois, tu vois, tu te permettais des choses. Tu te permettais de pas aller à fond. Pas aller à fond parce que tu te disais, ouais, je me gère quand même, tu as vu, je peux pas arriver cramé. Ce truc de, je veux pas arriver cramé au match, tu vois. Donc, il y a tout ça. Mais après, il y a cette balance, tu vois, cet équilibre à avoir entre quand même. Je peux pas arriver, et aujourd'hui, si j'ai 36 ans, si je joue encore, je te dis la vérité, je pourrais pas m'entraîner autant, déjà, autant qu'un petit jeune de 22 ans. Et avec la même intensité. Le petit jeune de 22 ans qui s'entraîne tous les jours à 100, 120%, je suis d'accord. Mais comme vous avez dit, je pense que tu te prépares. Ça veut dire que tu es tellement conscient de ce dont tu as besoin, tu vas pas faire des efforts, enfin, tu vas faire les efforts Il y nécessaires, a ça aussi. Mmh. Il y a ça aussi. Mais ça, nécessaires ça, pour, voilà. ça Quand vient je dis avec le temps. préparation, voilà, il faut nuancer. Je dis pas qu'il faut aller à top, qu'il faut aller, suivre le petit 19 ans qui doit prouver qu'il a sa place, tout ça. Quand je dis préparation, c'est avoir le bon mindset pour bien aborder son entraînement. Pour ensuite être performant en match, parce que là, comme tu l'as dit, la finalité, c'est de performer en match. Donc, quand je te dis, il faut préparer sa semaine, c'est voilà, c'est donner les bons outils, mais les outils corrects, hein. Mmh. Ah Par ouais. exemple, pareil, tu vas bricoler, il y a une vis, tu vas pas ramener, une clé de douce, tu vois? Tu vas ramener le bon tournevis, tu vois ce que je veux dire? Aïe. Là, c'est un en match, pareil. Moi, j'arrive la semaine, je sais que le jeudi, moi, par contre, je dois couper. Mmh. Je me donne à fond lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, ah, Fati, il faut qu'il coupe, mon gars. Mais Avec Chantôme, avec Kevin Bru, il faut qu'on coupe, tu vois? Les autres, ils vont cavaler, nous, il faut qu'on coupe.
Comme Mais là, ça, on sait pour, que pour nos nous, c'est auditeurs une les, préparation pour être bon samedi. pour nos auditeurs les plus jeunes, il faut quand même bien souligner un truc, c'est que tu peux pas savoir ce que tu as à préparer tant que tu n'y as pas été exposé un minimum de fois. C'est-à-dire que quand tu as 21, 22 ans, tu n'as rien à préparer en vrai. Tu vois, là, tu es tout dans l'intensité. Enfin, il faut que tu fasses tes Joue, erreurs, il faut que tu te prépares. Joue. va jouer, Exactement. va Donc, jouer, Et va ne te jouer, frustre joue. pas qu'un mec comme Ricky, il demande à couper le jeudi. Pourquoi? Parce que lui sait que physiquement, il sait exactement les demandes du week-end. Donc, il peut s'y adapter. Il a la légitimité pour s'y adapter. Parce que le nombre de fois où j'ai vu aussi des mecs dire ah ouais, le gars, il s'entraîne que 3 fois dans la semaine et il joue. Pèse et mesure un tout petit peu tout parce que tellement tu t'es préparé dans ta vie, et c'est vrai qu'il y a des stades pour tout, tu vois, mais tellement tu t'es préparé dans ta vie, un mec à 250, 300 matchs en pro, qui à 33, 34, 35 ans, a besoin d'un jour où c'est un petit peu plus léger, c'est légitime. Il a gagné la légitimité de le faire, tu vois. Par Let les contre, Kings, mon s'il frère. arrive, mais on est d'accord, mais par tellement contre, en plus de Ledley King en plus. Let mais les ce qu'il Kings. faut, ouais, ton exemple de Ledley King qui lui s'entraînait une fois par semaine si tout se passait bien, ça c'est différent. Ça peut t'amener un peu de frustration. Tu me disais jusqu'au moment où il était toujours super fort, tu dis pas grand chose. Mais il y a un moment donné où Mais quelque joueur de part, match, frère. Joueur de match. Comme toi au départ. Joueur d'entraînement. Enfin, pas joueur d'entraînement forcé. Il pouvait pas être un joueur d'entraînement forcé de par sa condition physique. Le fait qu'il s'entraîne pas, moi je trouve extraordinaire qu'en match il soit aussi performant. Il était, au final, quoi qu'on dise, tu peux être frustré. Qu'est-ce qui compte, comme on a dit, c'est le match du week-end. Le mec, il arrive le week-end, il performe. Il s'entraîne une fois s'il est bien. Une c'est fois. ça. Mais cette routine-là, elle se vérifie que sur une période de temps assez courte. C'est-à-dire que dans le temps, il pouvait pas durer. Tu savais qu'à un moment donné, il allait falloir se préparer. Et toi, Ok. tu en as profité du fait de toutes ces blessures. Tu l'as même dit dans un précédent podcast. À chaque fois que tu allais le voir, tu dis, t'es Franchement. bien là, tu vois, tu en as Là, quand c'est même profité. comment? Donc, Je disais, t'as pas 20 minutes à me donner là, des fois? Je disais, t'as pas 20 minutes là, tu veux pas sortir vite fait? Parce que je prenais ma petite prime, une fois que je rentrais sur le terrain, on s'arrangeait. Je disais, hey, Led, fais-moi un petit signe, tu vois, on gagne des fois quand j'étais sur le banc, des fois. Je disais, hey, t'as vu, tu peux te permettre. Et je rentrais, j'étais content. T'arrêtes 15 minutes des fois, je rentrais quand j'étais sur le banc. Bam, j'avais ma petite prime, tu vois, on s'était non, mis non, mais d'accord. à tous ceux qui donnent trop d'importance à la performance, à l'entraînement, quand ils n'ont pas une carrière encore assez aguerrie, les gars, il se passe tout autre chose pendant les matchs sur la durée. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir goûté un petit peu par-ci, par-là, et c'est souvent là les joueurs les plus frustrés. C'est les mecs qui goûtent un petit peu, qui ont un jour sont rentrés, ils ont mis un doublé ou un truc comme ça, et puis les 10 autres rentrés, c'est fantomas, tu vois. C'est là où, tranquille, tu vois, donnez-vous le temps d'apprendre ce que c'est que vraiment de préparer un match et de se donner à fond pour Au pouvoir final, choisir. Au final, ce que tu dis, ce que vous dites, c'est que hey, quand tu es jeune, là, ferme un peu ta bouche, va gagner tes galons. Va gagner tes galons. Le jeudi, là, le jeudi où tu coupes, moi, je suis désolé, je suis trop dur avec, entre guillemets, un peu plus dur avec les jeunes. Je dirais, écoute, tu as toute l'énergie du monde. En fait, comme tu dis, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses des semaines complètes. Il faut que tu fasses, pour que tu comprennes ce que toi, tu as besoin le week-end, comment tu as besoin de te préparer pour ça. Il faut que tu passes par ce process de faire des semaines à fond. Parce que tu parlais de stamina, d'énergie quand tu récupères ton énergie. Bah là, toi, normalement, bah ton énergie, tu peux la récupérer beaucoup plus rapidement que Ricardo. Ricardo, il va aujourd'hui, je suis désolé, il va pas. Si tu te compares à ça, à Ricardo, bah non, Ricardo, il a gagné le droit. Tu sais, un jour, quand j'étais comment dire, au chômage, j'allais m'entraîner avec QPR parce que je connaissais bien les mecs et tout. J'allais m'entraîner avec QPR. Et des fois, je m'entraînais avec l'équipe première, tu vois. Tac, tac, tac. Et je devais signer. Bref, anyway. Et après, des fois, j'allais m'entraîner avec les jeunes. J'aimais bien m'entraîner aussi avec les jeunes de temps en temps, tu vois. Quand l'équipe première est partie jouer et tout. Et eux, au départ, ils avaient toujours un truc comme à Clerf un peu. Tu vois, quand on faisait la conduite de balle pendant X temps, Mhm. eux, ils ont un truc où les jeunes, ils ont comment dire, une routine où ils font avant chaque début d'entraînement, ils font des trucs techniques, ils se balancent le ballon. Enfin, il y a un truc, il y a une routine qu'ils ont, que les coachs ils ont mis en place, tu vois.
Et moi, je la faisais. Moi, j'avais déjà un certain âge, donc quand je rentrais dans Ça l'entraînement, consistait en quoi la routine? Excuse-moi, ça, Seb? ça consiste Prise de en balle, ouais, passe, à jambes, tout deux, ça? à deux, ils avaient un certain nombre de gammes à répéter, tu vois, de gammes à répéter. D'accord, Lancer le ballon de genre prise poitrine, mise au sol, passe. Après l'autre il prend, il lance et tout. Ils avaient 10-15 minutes d'accord, comme ça, tu vois, d'accord. de gammes à répéter chaque entraînement les jeunes. Et moi, je me permettais, parce que moi, je n'étais pas délié directement, tu vois. Je n'étais pas délié directement. Et un jour, il y a un petit, je sais pas, tu sais, des petits un petit arrogant là, il dit, il se permet de faire ses gammes un peu de manière en dilettante, tu vois. Désinvolte, ouais. Désinvolte, en dilettante. Et le coach, il passe, tu vois. Et moi, il me voit faire mes gammes. Enfin, moi, je le fais, mais ce jour-là, j'étais pas mal, tu vois. J'étais bien, j'étais pas. Et il dit, ouais, mais en gros, il dit au coach, ouais, mais Seb, en gros, ouais, mais en gros, regarde, il est tranquille lui aussi. Il faut voir comment le coach il l'a ramassé. Il a dit, venez. Il leur a dit, venez. Il a dit, t'as dit quoi? Il a dit, Seb, t'as combien de matchs il a comme ça, hein, t'as combien de matchs en pro, tout ça, en première ligue, etc. Moi, je connais même pas le nombre de matchs, mais je lui donne un truc, il dit, t'as ton année. Il me dit, mais en fait, toi, qu'est-ce que tu as fait pour te permettre de commencer tes entraînements genre en Comme lui. dilettante, Tranquille. comme lui, tu vois? Comme lui. Mmh. Il a dit et après on avait des matchs, tu vois? Et des fois, je jouais des matchs avec eux. Il a dit: «Vous vous rappelez?» Et je jouais des matchs. Il m'a dit: «Regarde, en match, il fait ce qu'il a, il sait ce qu'il faut faire. Il s'entraîne et tout. Comme tu disais, il y a des moments, il y a des séances, où il y a des moments dans l'entraînement où tu sens que là, non, vas-y, petit, viens. Tu vois, je vais courir après toi. Tu vois, je sens que j'ai besoin de pousser et tout. Et le coach, il a fait, franchement, un speech de au moins 20 minutes. Il les a pris. Il a parlé par rapport à ça. Il leur a fait comprendre. Il a dit non, en fait, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Il a gagné le droit aujourd'hui parce que c'est devenu un peu limite un expert de son métier, tu vois. On parlait des 10 000 heures d'expertise, etc. Je pense que j'avais passé les 10 000 heures, tu vois. J'avais passé les Tout 10 000 juste, heures. à 30 et Tout quelques juste années. 30 et quelques années, j'avais passé les 10 000 Le heures. compteur, il a tourné, frère. Ah oui. Il avait tourné, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que cette gestion, je pense qu'aussi, ce genre d'entraînement, comme beaucoup de choses, ça évolue avec la carrière. Mais fin des fins, quand tu es petit, enfin jeune, tu commences et que tu sois titulaire, que tu joues tous les matchs, titulaire ou pas, faut pas s'auto-saboter en se disant que ouais, il faut que je me repose, tu vois. J'ai gagné le droit moi aussi de lever le pied. Je pense que c'est une bombe à retardement que tu places en toi parce qu'à un moment donné, tu prendras pas les bonnes habitudes. Et la raison pour laquelle nous, surtout vous deux qui êtes encore en carrière, bah, vous avez perduré, c'est parce que vous avez pris des bonnes habitudes très rapidement. Vous avez compris qu'il fallait se préparer pour le match et qu'à un moment donné, tu avais l'énergie, donc vas-y, donne tout, tu vois. Il faut Donc, préparer sa performance, hein. Ça, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de secret avec le recul. Il faut se préparer. j'aime bien Ricky quand tu es comme ça. J'aime bien quand tu étais pensif comme ça. Je vois, Ouais, justement, j'ai une petite question à vous soumettre avant qu'on clôture. Je pensais justement quand on parle de genre d'entraînement, genre de match, je pensais à Eden Hazard. oh là là, Samuel, il m'a tué En avec fait, il a lui. la réputation d'être le pur joueur de match. En plus, il y a un moment donné de notre carrière, on a eu le même agent. Et je me rappelle, mon agent de l'époque me disait, Eden, c'est incroyable. Eden, s'il arrive à devenir un joueur d'entraînement également, ça va devenir un joueur extraordinaire. C'était à l'époque où il était à Chelsea, hein. C'est à l'époque où il marche sur l'eau. C'était vraiment le hasard prime, vraiment top. Je pense que tu l'as côtoyé, tu l'as connu sur les terrains, Seb, tu peux en témoigner. Et ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous pensez que maintenant, enfin, que le fait que Hazard, que Eden soit Oui, oui, ait eu voilà, un genre d'entraînement, oui, un genre de match, pardon, toute sa vie, aujourd'hui, il paie les conséquences. oui, On rappelle qu'il a que 31 ans. oui. Pour, Aujourd'hui, depuis 2-3 ans, il rame au Real Madrid et c'est compliqué pour lui. Bon, oui, j'imagine qu'il y a des blessures sont venues aussi oui. venu un peu le retarder dans son process, mais Non, Oui. pour toi, say c'est no more. Say no more. Même moi, oui, Ah, oui, oui. catégorique. Je Ah me oui, rappellerai catégorique. toujours de son intérieur sport où il arrive, chaussures détachées à l'entraînement à Lille, à dire que le foot c'est facile, qu'il a jamais eu à forcer, toutes ces choses. Et qui, attention, hein, c'était le meilleur joueur de Ligue 1 à l'époque. Tu vois? Et ensuite, ouais, c'est devenu le meilleur joueur de Première Ligue. Sauf que quand il est arrivé où il a fallu aller taper dans la plus grande institution du monde, la Maison Blanche, là,
je pense que toutes ces années de non-préparation, de pas, c'est Ça te une pure, rattrape. pure supposition, ça l'a rattrapé. Il est arrivé en surpoids, parce que je me rappellerai toujours, il a signé au Real, je crois, en 2019, et il est arrivé en surpoids à la préparation, ils étaient à Montréal, le même moment où nous on jouait Montréal, et j'avais Lolo Simon que tu connais et qui t'a joué, Ouais. il était parti les voir à l'hôtel la veille du match, je me rappelle. Donc ils étaient à Montréal en même temps que nous, à l'été 2019. Il m'a dit, il a 10 kilos de trop. Et je pense qu'il a payé les conséquences, c'est-à-dire que son talent incroyable l'a amené dans la facilité à Chelsea. Quand il a fallu passer le cap Chelsea au Real Madrid, il a payé toutes ces années de mauvaise préparation, s'il faut synthétiser. Mais au final, mais te prends même pas la tête, hein. Le Real Madrid, pour moi, c'est une consécration de sa non-préparation, mais même à Chelsea. Parce que c'est pas comme si quand il était à Lille, par exemple, les gens ne lui disaient pas. Il est arrivé à Chelsea, les gens lui disaient pareil. Mais en fait, quand tu te, pour son cas, quand tu te reposes sur ton talent et que quand tu arrives au même niveau que certaines personnes qui sont aussi talentueuses que toi, mais peut-être à d'autres postes, mais intrinsèquement parlant aussi talentueux. Il y a des défenseurs qui sont très talentueux, il y a des milieux de terrain, lui c'est un joueur, tu vois, talentueux dans son domaine. Qu'est-ce qui va faire la différence? Il y a un bout d'un moment, il y a quelque chose qui va faire la différence. Ta préparation, ta mentalité, ton éthique de travail. On arrive dans l'éthique de travail. Donc, je me rappelle très bien, Samuel, il me disait tout le temps. Samuel, il me disait, le petit, là, et il lui parlait tout le temps. Il le prenait, à Chelsea, il le fatiguait. Mais qu'au bout d'un moment, ça va bloquer. Samuel Eto'o, Ouais, hein. Samuel Eto'o, tu vois, Samuel Eto'o. Mhm. Et le président, Papa Eto'o. Tu vois, il disait à un moment donné, ça va bloquer. Et je pense que personne n'est surpris. Après, ça se manifeste comme tu as envie. Blessure, ce que peu importe. Personne n'est surpris qu'à un moment donné, en fait, ça vient juste justifier l'adage que, ouais, comme tu dis, on joue comme on s'entraîne et que si ton éthique de travail, elle n'est pas quand même élevée, tu as une période pendant laquelle, et pour notre ami Athème, c'est à peu près la même chose. Tu vois, quand tu n'as pas été habitué, tu t'es pas habitué à travailler parce que tu es trop talentueux, on parle tu vois, ça va se répercuter et surtout pour les joueurs comme ça, comme Eden Hazard, tu vois, c'est super voyant. Et après, tu peux plus rattraper. C'est difficile. Tu as pris tellement de mauvaises habitudes pendant un certain nombre d'années, plus de 10 ans. Et quand tu arrives à ton apothéose, quand tu arrives à la Maison Blanche, par exemple, ou même sur la fin de Chelsea, parce que même Chelsea, c'était des fulgurances qui faisaient que c'était pas, tu vois, c'était des fulgurances. Faut pas oublier. Et maintenant, malheureusement pour lui, il paye. Donc oui, Ricky, oui, un grand oui à ta question. Un grand oui. Mais bon, Merci. ouais. Non, Il a mais dit merci. non, il a dit merci Bon, c'est clair. et il s'en est enfilé un Il a merci. pris un haricot magique. Et il a pris un haricot magique dans tous les cas. Non, mais les gars, merci. Tu dis merci à toi. Vas-y. Non, Qui- moi c'était sur un sujet tout autre. Et il avait un prénom composé, ton gars Ajaccio, Ricky. Tu cherches Eh, encore son gars, frère. Ah eh, là 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 là. tu sais quoi? Mais en plus, il n'est pas dur à trouver. Et puis, bon, c'est pas le but de parler de lui parce que, comme je dis, il a encore une carrière pleine. Réponds-moi. C'est Et ça, depuis, oui, non. Bon, Il a dit pas dur non. pas dur à trouver, c'est ce qu'il a dit. depuis tout à l'heure, on est là, on joue aux devinettes, on joue au rébut, on n'en parle pas, mais ça trotte dans la tête de chacun. Alors, Ajax, je vais Mais poser à attends, Ricky. Ricky, il a mis des trucs dans ma tête parce que non seulement ça, et Attends, il vient de nous avouer qu'il c'était un défenseur central maintenant, Ricky. T'es sérieux? Moi, Je l'ai j'étais pas pas, au courant. t'inquiète pas. Moi? Oui, ouais, j'étais défenseur Ah ouais, central depuis quand? je suis passé en défense là récemment là parce que bon voilà parce que le coach il a trouvé qu'il fallait me relance derrière donc il m'a mis derrière et puis comme ça va j'ai beaucoup joué derrière Il est c'est un passé de poste que 4 Regista numéro 6 à 4 en défense centrale. C'est pas la même saveur, le numéro 4. Hein. Franchement, ça a pas la même connotation. je suis passé du À 4 à la 4 en défense Vira centrale, au 4 à la Kouassi frère. elle va vite prendre le numéro 6 ou un truc, tu vois, un truc un peu du. Attention, Et là, le 4 en défense centrale, avec ton mètre t'arrives au West, 90 passé, là, ils vont dire, oh, le grand derrière le 4, là. le 4, le long derrière le 4, tu te rappelles le long là derrière Non le mais 4? après attention les gars attention vous me comprenez pas après j'ai souvent joué en défense dans ma carrière même à Ajaccio en Belgique tout ça j'ai souvent joué en défense. Et là, franchement, des fois, franchement, je m'y trouve franchement à l'aise. Je suis à l'aise. Non, c'est bien pour une J'ai fan. comme l'impression que je peux encore continuer à jouer quelques saisons, donc Et ça va. voilà, c'était Aïe, sûr, il allait dire On ça. va en profiter. sans Ça y vrai est, contrôle.
On recule, la tour de contrôle, on recule. En tout cas, non, mais tu as dit merci. Et moi, je voulais dire merci à la source.io déjà, parce que tu as dit merci. Je voulais dire merci à la source.io pour les moyens techniques mis à notre disposition. Et vraiment, c'est notre main tendue à nous, tu vois, dans cette lumière Jedi que j'ai, parce que je suis pas chez moi, ça me rend ouf, et qu'il y a des reflets. Je peux faire des trucs chelous comme ça dans le fond, vous voyez. Je peux faire Les ombres les Qatari. ombres, les ombres Qatari, exactement. Non, on dit merci. Et Ricky, ça dit quoi? T'es blessé? Non, rien, c'est une petite alerte tranquille. J'ai pas pris de risque ce week-end. J'ai joué une petite mi-temps, après sortir à la mi-temps parce que j'ai une petite gêne à la cuisse, on va dire. Vu qu'on n'a pas match ce week-end et qu'ensuite j'enchaîne sur la Coupe du Monde au Qatar, bon, je pense qu'on se verra là-bas, j'espère. Donc ça va faire 2 semaines sans match. Donc voilà, j'ai pas trop forcé là-dessus. Je vais en profiter pour me faire justement une bonne préparation, mais pour le coup individuelle. Et revenir ensuite en début décembre pour finir pour finir l'année tranquillement. Parce qu'en National 2, il n'y a pas de trêve due à la Coupe du Monde. Nous, on a une trêve, on va dire, traditionnelle, mi-décembre jusqu'à mi-janvier. Donc, il va nous rester. Là, il nous reste 4-5 matchs avant la trêve. Donc, voilà, je vais rater normalement un match ou deux à cause de la Coupe du Monde. Donc, voilà. Revenir à fond pour bien terminer. Et puis, non, tranquille, ça se passe bien. Q, ça dit quoi? Ah, Ricky il parlait de préparation individuelle, hein, c'est en plein dedans. Préparation individuelle de 3 mois et demi, hein. Donc, c'est ça, je suis sur un rythme sur le terrain lundi, mercredi, vendredi. Et puis ensuite, avec toute la logistique que ça implique, prendre un mec, un entraîneur, faire des séances. Et puis il y a des moments où, bah ouais, là, ça y est, quand dans l'hiver canadien, aller dehors, ça frite un peu plus, tu vois, ça gifle un petit peu plus. Mais voilà, non, cette bonne routine, cette rigueur tu vois, de continuer à être prêt je prépare la suite. Voilà, on Exact. prépare la suite. Force, frérot, Non, force, force. force, une très grande préparation et ça paye, ça va toujours payer, on connaît. D'une manière ou d'une autre, ça va toujours payer. Ça va toujours payer. Après, nous, qu'est-ce qui se passe ici au Qatar? Ça bouge pas. De toute façon, Seb's SMS arrive ce week-end. Dans tous les cas, vous savez très bien, je suis fidèle au poste, comme au podcast, Seb's SMS. Peu importe où on Et- est sur le globe, ça bouge pas. Webinar Et jeudi, non, Seb? ouais, Webinar jeudi? j'ai mon webinar jeudi. C'est pour ça que cette semaine, il n'y a pas de thème de la semaine. Ça va être un thème webinar dans tous les cas. Bon, on va quand même continuer, hein. Je pense que je ferai quand même un live. Je ferai mon live, ce sera un live un peu plus ouvert. On va parler, je sais pas, on verra. On va préparer le webinar. Comme c'est le webinar, c'est jeudi. Mon live, c'est mercredi. Et bah, au final, quand vous allez voir le podcast, le live, il sera déjà passé. Donc, le podcast va sortir le jour du webinar. Donc, on enregistre en avance, on va pas se mentir. Et donc, ouais, non, le webinaire, ça va être bien. Je pense que c'est là, comme j'ai dit dans le groupe, c'est là où Ricky, si Ricky il assiste, il va comprendre pourquoi on parle de Air Traffic Controller, on parle de Ground Crew. Il va comprendre un peu, tu vois, parce qu'on l'a laissé un peu en dehors de tout ça. Mais c'était fait exprès parce qu'il y avait le webinaire. Et c'est fait pour éduquer et sensibiliser tout le monde, moi le premier, parce que je suis mon premier client. Je suis mon premier client. Donc voilà ce qui va se passer. Dans tous les cas, les frères, on se voit très bientôt. Merci. Ricky, j'aime beaucoup la peluche du PSG derrière toi. Franchement, depuis, je la regarde et elle m'hypnotise. Ça bouge. Je dirais de la chambre de la petite, mon gars. Et Eh bon, oui, on Opta dirait. Quiz, hein. Opta Quiz C'est une avec prise de la maison. Team G86 La Source, mercredi. Exactement. Opta, Ouais. Opta Quiz. Et donc, Dans la semaine, Opta Quiz avec les gars d'Opta, donc c'est sympa. on fera le petit débrief du résultat d'Opta Quiz dans le prochain podcast. On va pas, on Ouais. n'oubliera pas. J'espère que vous allez bien nous représenter. Tu vois, malheureusement, nous ne serons pas présents. Donc voilà, et en tout cas, les frères, merci beaucoup. Merci. On est tous des joueurs de match. On est tous des joueurs. Au final, il n'y a pas de joueurs d'entraînement ou joueurs de match. Vous êtes des On est professionnels. tous devenus des joueurs de match. On est tous devenus des professionnels. Au final, mon mot de la fin, c'est que être un joueur qui performe, tu es un professionnel. Tu connais ton métier. Vous êtes des experts de votre niche, de votre industrie. On a été, je l'ai été, je peux le dire, merci. Et vous l'êtes encore, donc franchement, bien vu. C'était BMC, Ballon Main Corps. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Et pour ceux qui sont là, venez au webinaire, ça va être bien. Et on se rattrape la semaine prochaine. Allez à supporter Ricky, à supporter Q. Et là, j'ai 86 sur les réseaux sociaux.